Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, Bernie, le retour. Qu'est-ce qu'il a encore dit sur Hamilton ? Il espère que Max pourra battre les records de Hamilton. Ok, d'accord. Donc la Formule 1 devrait remercier Max Verstappen, ça on l'avait vu précédemment. Max est un coureur, il fait ce qu'il a à faire, il court juste. Les fans veulent voir quelqu'un comme ça depuis longtemps. Verstappen a remporté son deuxième championnat du monde en 12 mois de manière dominante, remportant un record de 15 Grands Prix, ça on sait, voilà. Le Néerlandais pourra encore profiter d'une période de suprématie similaire pour défier le record de 7 titres mondiaux détenu conjointement par Schumacher et Hamilton. Et c'est certainement l'espoir de Ecclestone qui a déclaré « ça dépend de sa voiture ». Mais si Red Bull agit ensemble, je vois pas pourquoi il peut pas continuer à gagner. Est-ce que Max battra le record de 7 titres mondiaux ? Qui sait, espérons-le. Voilà, donc Bernie, toujours pro-Max, toujours anti-Lewis. Il n'a pas évoqué le nombre de victoires, ni de podium, ni de pole position d'ailleurs. Mais il doit espérer aussi que Max les batte, évidemment. Allez, ciao. Une petite news rapide concernant les pilotes, les numéros des pilotes pour la saison 2023. Donc on connaît tous les numéros, on attendait de savoir Logan Sargent. Eh bien, un roulement de tambour, Logan Sargent va prendre le numéro 2. Voilà, c'est un numéro 2, Logan Sargent. Verstappen a le 1, Sargent le 2, le 3 c'était Ricciardo mais il est plus là, le 4 Norris. Et puis il n'y a pas de 5, il n'y a pas de 6 non plus, vu qu'il n'y a plus Latifi. Donc voilà, écoutez, vous avez la liste des numéros, si vous en souvenez plus. La liste est là, donc Sargent a pris le 2, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il le dit dans une interview, j'en suis pas certain. Ah si, il le dit quand même. J'avais l'habitude de le porter en Formule Renault, et j'ai fait une assez bonne saison cette année-là. Le numéro 3 est mon numéro, mais il est déjà pris. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas prendre un numéro gagnant du passé et l'utiliser en F1 ? Oui, écoutez, pourquoi pas ? Sachant évidemment que le 3 reste en lice pour Ricciardo, je crois que ça reste 1 an, il me semble. Si au cas où le pilote revient en course, il le garde au moins 1 an ou 2, je sais plus exactement. Bref, voilà pour ça, je vous laisse commenter. Les médias italiens réagissent aux adieux de Binotto chez Ferrari. La Corriere dello Sport. Il est légitime que le patron renvoie le premier de ses cadres s'il n'y a pas d'harmonie et que les résultats font défaut. Il n'y a donc rien d'étrange dans les adieux de Mattia Binotto. A déclaré Paolo De Laurentiis au Corriere dello Sport. Ferrari, dans le communiqué de presse concernant les adieux, a déclaré « Le processus est en cours pour identifier le nouveau team principal de la Scuderia et devrait être finalisé au cours de la nouvelle année. Si Ferrari est objectivement derrière Red Bull, elle risque maintenant d'être derrière elle-même aussi. La Ferrari d'aujourd'hui n'a personne aux commandes, et il y a plus de nuages noirs à l'horizon que d'aubes rouges », conclut donc De Laurentiis. Oh, il y va fort, hein. En plus de commémorer l'histoire de Binotto chez Ferrari, Alessandro Rettico de la Repubblica souligne la véritable cause de la scission entre les deux parties. Peut-être que ce sont précisément les erreurs de stratégie défendues par Binotto et mises sur le compte d'un manque de mentalité de gagnant dans un groupe toujours en croissance mais qui a besoin de stabilité qui ont mis fin à son cycle. Alors Sky Sport Italie a déclaré « Trop peu de victoires, 7 victoires sur 82 Grands Prix, entre un accord confidentiel avec la fédération pour un moteur, jamais jugé irrégulier mais suspect, Seb viré d'un coup de fil, Sainz entrait pour compléter une bonne paire, sur le papier parfaite. En parlant de 2022, enfin, pas acceptable, nous sommes améliorés depuis l'année dernière, trop d'erreurs, Monaco, Silverstone, Hongrie et d'autres moins évidentes, difficiles à admettre tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, si ce n'est que par les pilotes, dans leur imprécision. Mara Sangiori, pour sa part, parle de Binotto comme d'une démission formelle, certainement pas dans son cœur, pour souligner son lien éternel et son respect pour l'équipe. Cependant, la journaliste définit comme un paradoxe le fait que les adieux du directeur d'équipe n'aient lieu qu'après le 31 décembre, mais qu'il représente déjà le passé, alors qu'une course pour trouver un remplaçant commence. Autosprint, Mario Donini déclare « Un silence embarrassant s'est abattu sur l'affaire, pas du tout clarifié par le verdict final, et c'est là que réside le trait le plus distinctif, le plus dérangeant et le plus inacceptable par la direction de Binotto. Être à la barre mais ne ressentir aucun devoir d'explication, de clarification et de transparence envers l'opinion publique. Depuis l'affaire de 2019, puis après même une saison, vient cette façon très étrange de désigner non seulement l'équipe, mais aussi le reflet médiatique des actions menées sur la piste et au-delà. Comment ? D'une manière incroyable, en réalisant peu de choses, en faisant beaucoup de mal, et en prétendant sans cesse que rien ne s'est passé. Le journaliste s'attarde également sur l'une des phrases fétiches de Binotto, à savoir que nous devons comprendre, agité comme un drapeau blanc à de nombreuses occasions. C'est vrai qu'il n'a pas arrêté de le répéter ça finalement. On doit comprendre, on doit progresser, etc.
C'était la citation de la saison pour Binotto. Donc voilà les médias italiens, les réactions. Et vous alors, qu'en pensez-vous de ce limogeage de Binotto? Ciao. Caroline Chandok pense que Mercedes a une meilleure paire de pilotes que Ferrari et Red Bull. Alors Chandok, ex-pilote de F1 évidemment. Je l'ai déjà dit et je le maintiens toujours, je crois que Ferrari a la deuxième meilleure équipe de pilotes en F1 après Mercedes en tant que collectif. Charles et Carlos sont des pilotes très talentueux, très affamés, avec une très bonne éthique de travail, ils sont assez jeunes pour avoir un avenir à long terme. Donc ils ont le talent dans le cockpit, mais ils doivent travailler avec, ils doivent créer la structure d'équipe autour d'eux pour que ça se produise. Quant à savoir qui se battra au sommet en 2023, Chandok a déclaré « La compétitivité de Mercedes est la question numéro 1 pour moi avant la saison prochaine. Je pense qu'il est assez sûr de supposer que Red Bull va être dans le peloton de tête. Ferrari doit mettre de l'ordre dans la maison. Ils ont sous-performé l'année dernière, mais si vous regardez leur potentiel. » Il parle de Ferrari, là, évidemment. Donc selon lui, la meilleure paire, c'est Hamilton-Russell devant celle de Ferrari. Et troisième, la paire de Red Bull, Verstappen-Perez. Ouais, bon après, j'aurais peut-être mis celle de Red Bull deuxième quand même. Parce que bon, Max, il est quand même balèze même si on le déteste, hein. Faut quand même le dire. Perez est assez complet aussi, donc j'aurais mis la paire de Red Bull deuxième devant la paire de Ferrari. Voilà, ça n'engage que moi après. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Russell dit qu'il a un avantage sur Norris. Ah, lequel? Je ne veux jamais regarder en arrière et dire que les choses auraient pu être différentes, a déclaré Russell. Je pense que chaque opportunité, chaque année, que ce soit une bonne ou une mauvaise année, contribue à votre développement et a fait de moi ce que je suis. Ces expériences, si j'étais dans une Mercedes et que je me battais pour les victoires, j'aurais pas eu ces expériences. À cet égard, j'ai probablement vécu plus que ce que Alex ou Lando ont vécu. Lando est chez McLaren depuis maintenant 5 ans. Il se bat pour le podium ou la pole position depuis 5 ans, alors que j'ai été à chaque extrémité du spectre, et vous devez voir ça comme un avantage. Alors, il se bat pas pour la pole depuis 5 ans, hein, Norris, faut peut-être pas exagérer là, hein. C'est loin d'être le cas même pour les podiums, hein. Il en a fait de temps en temps, mais c'est rare hein, quand même. Il n'a pas été au fond de la grille, il n'a pas été tout à fait non plus en tête chez McLaren, sans que ce soit de sa faute. Lando est un pilote exceptionnel, mais c'est un avantage que je dois en tirer. En gros, oui, il considère qu'il avait vécu plus de choses bonnes et mauvaises par rapport à Norris, Russell, donc c'est là d'où vient son avantage selon lui. Ouais, ça peut se tenir, effectivement. Après, lequel des deux est le meilleur, je saurais pas vous dire. Franchement, je pense que c'est très proche, hein. Vous en pensez quoi, vous? Alors, malgré les tensions, bon, Charles Leclerc a quand même tenu à rendre hommage à Binotto et son départ. Merci pour tout, Mathia, a écrit Leclerc sur Instagram. Nous avons passé 4 années très intenses ensemble, pleines de grandes satisfactions et aussi forcément de moments qui nous ont mis à l'épreuve. Mon estime et mon respect pour vous n'a jamais diminué. Et nous avons toujours travaillé avec un dévouement total pour atteindre les mêmes objectifs. Bonne chance pour tout. Sainz également a eu un petit mot pour Binotto quand même. Ce fait un plaisir de travailler à vos côtés pour faire avancer l'équipe et nous-mêmes à travers vents et marées. Merci pour les bons souvenirs et les bons moments que nous avons partagés dans et hors de la piste et tout le meilleur dans vos projets futurs, Mathia. Voilà. Bah oui, Mathia Binotto, hein, donc qui quitte Ferrari, on l'a su hier, la grande annonce là. Maintenant, qui va le remplacer, on ne sait toujours pas. Vasseur en tête pour de la liste, on va dire des favoris. Sinon, bah, le reste, Rosberg va à la retraite, Seidel est chez McLaren, Wolff est chez Mercedes, et Horner chez Red Bull, ça va pas bouger. Hein. Sinon, ils vont faire venir quelqu'un d'autre de chez Ferrari, mais qui? Et qui serait compétent, surtout, pour faire du meilleur travail que Binotto? Hormis Vasseur, la question se pose. Voilà donc, je vous laisse commenter. Alors, pour compléter les news de Ferrari, Turini n'est pas surpris par la démission de Binotto, ils étaient l'eau et le feu. Donc en gros, ils pouvaient pas se piffrer, quoi. Donc c'est monsieur Léo Turini qui déclare tout ça. Andrea Agnelli aurait été parfait, mais en très peu de temps. L'idée qu'Agnelli remplace Binotto n'était plus sur la table. Le fait que Binotto ait été limogé n'est pas surprenant selon Turini. En fait, l'Italien sait que les choses n'ont pas vraiment fonctionné entre le patron de l'équipe et le président du constructeur automobile. Turini déclare Mathia et John Elkann sont comme l'eau et l'huile, chimiquement incompatibles. Si la confiance du président envers le manager n'existe plus, il est logique que cette décision soit prise. Le journaliste pense toutefois que la décision est arrivée trop tard, car la voiture 2023 est presque entièrement prête, si tout s'est bien passé. C'est vrai. Turini aborde également à la radio une rumeur selon laquelle Leclerc et sa direction ont contribué au licenciement du patron de l'équipe. Il est apparu dans les couloirs que Leclerc et Binotto n'étaient plus en contact depuis des mois. Selon Turini, il n'y a pas de vérité dans la rumeur selon laquelle Leclerc a travaillé contre Binotto. Avec toutes ses forces et ses faiblesses, Binotto était bouc émissaire parfait, il n'y a pas d'excuse. D'ailleurs, le journaliste ne pense même pas que Leclerc ait un statut tel. Non, c'est pas Alonso non plus. Hein. Il ne faut pas oublier que Leclerc, mon idole, n'a remporté que 5 Grands Prix. Ce n'est pas Alonso qui a 2 titres ou Schumacher qui est arrivé aussi chez Ferrari en tant que double champion. C'est précisément la gestion absolument inadéquate de Ferrari qui est l'histoire régulière de la marque.
Bon, croire que Leclerc a eu du poids dans la décision, surtout qu'il lui a rendu hommage, on a vu, c'est un peu gros, hein, franchement. Donc voilà, on sait toujours pas qui va remplacer Binotto, mais on va le savoir, je pense, dans les prochaines semaines. Ils ont dit début d'année 2023 au maximum, donc voilà, janvier normalement. Allez, ciao. Il avertit Verstappen pour sa provocation, tout le monde n'est pas content pour toi. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde n'aime pas les gagnants, déclare-t-il à podcast F1 Nation. Leur expression est où l'idée est qu'une fois que tu as en tête, tu es dans un endroit heureux. Mais il y a aussi cette autre chose qui est dans ce métier. Toutes ces autres équipes veulent te faire tomber. Tu deviens donc une cible et il est parfois déconcertant de voir que les gens ne fêtent pas tes succès, mais il y a le revers de la médaille de la réussite. Le fait que Verstappen ait été si fort en 2022 a donc fait de Verstappen une cible importante. Selon Hill, tout le monde n'est pas satisfait des performances de Verstappen. Le Britannique a vu qu'il était déjà mis au défi en 2022 et que le pilote Red Bull était provoqué pour trouver son point faible. Hill a déclaré: Max, on a un peu fait l'expérience cette année, ils ont essayé de fouiller pour voir s'il y avait des faiblesses ici et là, et c'était stressant de ce point de vue. Il ne se montre pas plus précis que sur les provocations qu'il a vues, mais il est concevable que le Britannique fasse référence à toutes les réactions négatives et les messages de haine que Verstappen a reçus après le Grand Prix du Brésil. Il pourrait aussi parler de la couverture de Sky Sports, que Verstappen et son équipe ont qualifié d'injuste et d'hostile. Il a déclaré enfin: tu veux être respecté pour le travail que tu fais et le dur labeur qu'il faut pour gagner, mais tout le monde ne sera pas heureux que tu gagnes. C'est juste une triste réalité de la vie. Bon, ça a été le cas pour Schumacher, pour Hamilton, de toute façon, pour Vettel. Voilà, après, les gens qui aiment pas les pilotes en question, bah, ils seront pas heureux, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, vous en pensez quoi? Ciao. Mercedes rebaptise la route de son usine Loda Drive. Oh bah, c'est un bel hommage, ça, du coup. Incroyable. Donc ils ont annoncé ça sur les réseaux sociaux. La route au cœur de notre maison à Brackley a été rebaptisée Loda Drive, poursuivant ainsi l'héritage de Niki pour de nombreuses années à venir. Précisément intitulé Reinhard Park, du nom d'Adrian Reinhard, propriétaire du site jusqu'à ce qu'il soit racheté par l'équipe l'année dernière. Le nom de la route qui traverse le site de Brackley a été modifié suite à l'approbation des autorités locales et de la famille de Niki Lauda. Toto Wolff, team principal de Mercedes, a déclaré: un véritable honneur de dévoiler la Loda Drive, et c'était formidable de voir autant de membres de l'équipe se rassembler pour assister à l'événement. Bien que notre cher ami et collègue Niki n'aurait pas voulu que nous en fassions tout un plat, il serait également fier que cette route porte son nom. Ce fut un privilège pour nous tous de travailler à ses côtés. J'ai eu la chance qu'il soit un de mes meilleurs amis. Il a massivement contribué à notre succès, il est un excellent sparring partner, pour moi, et un solide directeur non exécutif et qui nous manque beaucoup. J'aurais aimé qu'il soit encore là en tant qu'ami et en tant que directeur, car il y aurait eu beaucoup de questions que j'aurais aimé lui poser cette année. Son héritage se perpétue sous différentes formes, mais à savoir que tant de personnes traverseront la Loda Drive dans les années à venir, c'est très spécial. Et le communiqué conclut, après une saison où l'équipe a été poussée à ses limites et a dû surmonter de nombreux défis sur la piste et en dehors, l'une des citations les plus célèbres de Niki sonne vraie: du succès, vous n'apprenez absolument rien, des échecs et des revers, des conclusions peuvent être tirées. Eh ben, c'est une belle citation, magnifique. Voilà pour cet hommage à Niki Lauda, je vous laisse commenter. Alors, pourquoi Haas a privilégié Magnussen plutôt que Grosjean? Haas l'explique avec Steiner, du coup. Est-ce qu'il avait envisagé de faire revenir Grosjean? Pas vraiment, parce que je savais qu'il venait de signer un contrat. Romain voulait changer de vie. J'ai appris à très bien le connaître au fil des années, il voulait changer de vie. Il a emmené toute sa famille aux US, il avait un autre projet de vie. Kevin, c'est Kevin, je savais qu'il n'avait pas vraiment de projet, il profitait de la vie, Romain avait son projet, il avait un contrat pluriannuel avec Andretti, donc il était très fier. Je ne pensais pas pouvoir le persuader. Ça aurait été difficile, je respecte le fait qu'il a 3 enfants, sa femme avec Kevin, c'est bien plus facile, il est comme moi. Il est plus comme moi. C'est chez Haas que Grosjean a passé ses 5 dernières saisons en F1 en 2016, de 2016 à 2020, sans renouer avec le podium, avec des performances en dents de scie, mais aussi avec un sérieux apport technique. Quant à savoir si Steiner attire le meilleur du pilote franco-suisse, il répond: je dirais que oui, Romain, on sait tous qu'il était un très bon pilote dans un bon jour, mais peut-être un très mauvais pilote dans les mauvais jours. Je pense que c'est son caractère qui est comme ça. Parfois, quand il roulait pour nous, on se demandait comment est-ce qu'il a fait ça, quand il faisait un tour de qualif exceptionnel, mais aussi à Bakou, quand il est parti à queue tout seul, ainsi qu'au Brésil accidenté lors de la mise en grille. Comment est-ce qu'il a fait ça? C'était pareil, du point de vue positif ou négatif. C'est typique de lui, c'est du Grosjean. Je suis d'accord avec ça, donc très inconstant au final, le Grosjean dans ses performances et dans son caractère. Valait peut-être mieux choisir Magnussen, ouais. Puis de toute façon, comme il a dit, il a sa vie aux US. Même pas sûr qu'il aurait souhaité revenir en Formule 1. Allez, je vous laisse commenter. Alors, Ricciardo revient sur la trade Red Bull après avoir discuté avec Mercedes. Effectivement, il révèle donc qu'il était
pressenti chez Mercedes, mais bon, au final, ça s'est pas fait. Il y a eu des discussions avec Mercedes, j'ai apprécié leur engagement parce qu'il y avait certainement un intérêt pour cela. Mais ça a un peu stagné, puis l'affaire Red Bull a commencé à avoir de plus en plus de sens, et à avoir de plus en plus de poids, puis ça a progressé naturellement comme ça. Il y avait une partie de moi aussi où quand j'étais chez Red Bull, Mercedes était toujours l'équipe qui gagnait, une équipe que je regardais avec attention. J'ai eu quelques conversations avec eux à l'époque, et c'est bien d'en avoir un peu plus maintenant. Oui, bon, au final, si c'est pour que ça donne rien, à quoi bon avoir des conversations? Encore une fois, c'était bien d'être encore apprécié par les meilleures équipes après les 2 années que j'ai eues. Ouais alors, Ricardo, c'est qu'un poste de pilote de réserve, hein, c'est pas un poste de titulaire non plus, ne rêve pas, hein. Ricardo concède qu'il a reconnu que Red Bull pouvait lui offrir quelque chose que Mercedes ne pouvait pas. Je me suis dit, écoute, j'ai manifestement beaucoup bougé ces dernières années, et peut-être que j'ai un peu de familiarité me ferait du bien, juste pour revenir et travailler avec des gens avec qui j'ai déjà travaillé. J'ai conscience que les voitures ont changé, mais une voiture avec laquelle je me suis très bien entendu, avec laquelle je vais faire du travail de simulation, c'est l'environnement qui me permettrait de m'installer, de réfléchir à la prochaine étape et à ce que je veux vraiment après 23 ans en Formule 1. Quoi? Alors, il y a une petite coquille, ça fait pas 23 ans qu'il est en Formule 1, Ricardo. Le mec, il a 50 ans, et oui. Non, 23 ans en sport auto plutôt. Ouais, bon. Bref, passons. Tout ça pour dire qu'au final, il est retourné au bercail chez Red Bull, donc bon. Alors Mercedes, ils ont toujours pas annoncé quel sera leur pilote de réserve. Bon, a priori, on peut penser que ce sera Mick Schumacher. Il est fortement pressenti, donc rien d'officiel. Bon voilà, vous en pensez quoi du coup Est-ce qu'il aurait mieux valu qu'il aille chez Mercedes en tant que pilote de réserve? Ou est-ce que finalement, il valait mieux qu'il retourne là où il s'est toujours senti bien, chez Red Bull? Allez, ciao.